l'indépendance des banques centrales. Alors j'en Non. parlais avec notre éditorialiste phare Jean-Marc Daniel ce matin, qui lui serait pour sacrifier Oui. les banques centrales tout court. Ah Les oui. banques centrales ont été créées pour permettre aux États de s'endetter. Pour lui, on revient à l'étalon or, on limite l'endettement et la création monétaire se fait par les banques. Voilà une vision originale et l'ajustement va pas être disruptive facile, hein. des banques centrales. Mais commençons bon. d'abord par ce message de Jérôme Powell qui a surpris. Incroyable. C'est pas tous les jours qu'on entend un président de banque centrale attaquer directement le pouvoir politique en place. On l'écoute. La menace de poursuite pénale est la conséquence du fait que la Fed fixe les taux d'intérêt en fonction de nos meilleures estimations de l'intérêt public plutôt que de suivre les préférences du président. Il s'agit de savoir si la Fed pourra continuer à fixer les taux d'intérêt sur la base de faits et de conditions économiques ou si au contraire la politique monétaire sera dictée par la pression politique. J'ai servi à la Réserve fédérale sous 4 administrations, républicaines comme démocrates. À chaque fois, j'ai rempli mes fonctions sans crainte et sans faire de faveur politique, en me concentrant exclusivement sur la stabilité des prix et le plein emploi. C'est quand même parfaitement Incroyable. inédit de voir un Ouais. président de Fed. Alors, Bravo. est-ce que c'est... Alors oui, vous dites bravo d'abord, Ah oui. Sylvie. Ah oui, bah oui. Je veux dire, c'est un courage incroyable. Oui, parce que les banquiers centraux, en général, ils parlent pas beaucoup. Et puis quand ils parlent, en général, Ah, vous il parle rappelez d'économie, la disons que phrase c'est un peu de- moins frontal dans le politique. François Villeroy de Gallo, on l'entend énormément Oui, mais sur les plateaux, mais normalement, la parler tradition économie. des banquiers centraux, c'est quand même d'être assez discret et pas Oui. toujours forcément clair quand ils s'expriment. Vous vous rappelez la phrase de Greenspan. Greenspan. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimée, qui est vraiment exactement, enfin, parce qu'effectivement, on parlait de la politique monétaire, il faut pas en parler, en fait. Il faut rester Et dans donc une ça, je trouve ça ambiguïté stratégique incroyable, permanente. cette vidéo. Enfin, c'est alors Jérôme Powell est avocat, hein, donc c'est même le premier, je crois, à ne pas être un économiste. C'est pas un économiste, c'est un avocat. Donc je pense il avait bien calculé ce qu'il faisait avant de parler. Oui. Mais ce qui est vrai, c'est que l'indépendance des banques centrales, c'est le dogme, quoi. Ils travaillent indépendamment des pouvoirs politiques, justement pour être efficaces. Alors, il y a une autre. Donc là, effectivement, il dit que le procès qui lui est fait est un procès de nature politique. Alors il faut qu'on rappelle peut-être tout ça, tout le monde n'a peut-être pas suivi l'affaire. Qu'est-ce qu'il se passe entre Donald Trump et Jérôme Powell? En fait, il est accusé d'avoir dépensé. Il voulait rénover le siège de la Fed, qui est donc en bas à Wall Street et qui est le siège historique de la Fed. Il a fait des travaux de rénovation. Il avait un budget initial de 1,9 milliard de dollars et apparemment il a 2,4 ou 2,5 milliards de dollars. Et donc il est accusé d'incompétence pour dérive budgétaire, en gros. Et donc ça peut valoir des poursuites pénales Oui. aux États-Unis. Oui. Et donc, lui estime que, en fait, ce qui est visé, ce n'est pas sa capacité ou non à prévoir le coût de travaux immobiliers, mais son incapacité à répondre aux pressions de l'administration pour baisser les taux. Sachant que lui, il estime, il faut voir que la Fed a un double mandat, hein, de lutter contre l'inflation et préserver un niveau de chômage. Le travail. Voilà, l'emploi. Donc lui, il estime que il a fait son travail en connaissance de cause. Et il faut dire que la Fed a baissé à 3 reprises en fin 2024 les taux. On est maintenant à un environnement de taux autour de 3,50. C'est vrai que l'administration américaine aimerait que ça soit bien en deçà de 2%, oui, pour soutenir. En fait, il faut dire que quand on baisse les taux, la bourse augmente, le prix des actions augmente. Donc, et là, on est dans une bataille un peu classique entre le pouvoir politique qui demande à chaque fois des baisses de taux. Alors, il y a quelque chose qui... Alors, là, il est accusé d'incompétence pour quelque chose qui est en dehors de son mandat principal. Oui. Donc, ça n'a rien à voir. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que, en fait, ces derniers temps, la Fed, et notamment dans les dernières décisions de politique monétaire, ont été prises dans un environnement où ils n'avaient pas accès à toutes les statistiques qu'ils usent d'habitude à cause effectivement du shutdown américain qui a empêché la publication de certaines statistiques qui sont fondamentales pour que les gouverneurs de la Fed fassent leurs estimations de prévision d'inflation et de prévision d'emploi, puisque c'est le deuxième objectif qu'ils sont chargés de maintenir. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux. Et puis, on a bien vu aussi les réactions de l'administration américaine. Quand il y a un chiffre qui ne plaît pas, on limoge la tête, le président de l'organisme qui fait les prévisions. Donc il ne faudrait pas que cette évolution en termes de fourniture de statistiques ait un impact sur la qualité des prévisions de la Fed, qui est là vraiment son cœur de métier. Bon, Mathieu. Oui.
Non, c'est vrai que j'abonde, hein, c'est courageux parce qu'un président comme ça d'une banque centrale, en général, ne fait pas de politique. Et là, il répond à l'agression politique, très clairement, et il se dit comme garant de l'indépendance de la banque centrale américaine. J'ai rarement vu ça, un président comme ça mettre une telle... Alors en vidéo, jamais. Mathieu Jolivet a commis un papier sur le site de BFM Business, bfmbusiness.fr, je vous conseille d'aller le lire, qui reprend des précédents historiques aux États-Unis. Vous avez dans les années 60, si je dis pas, je n'ai plus le nom des présidents en tête, mais qui a emplafonné le président de la Fed contre le mur de son ranch en lui disant maintenant tu vas baisser les taux. Sinon, c'est vrai. C'était pendant la guerre du Vietnam. Alors les statuts étaient peut-être pas les mêmes. Les statuts étaient peut-être pas les mêmes. Et les banques centrales ont-elles été toujours indépendantes aussi? C'est pas tout à fait le cas non plus. Les banques centrales, c'est un gros mouvement en fait des années 80 en réalité, 80-90. Donc c'est assez récent. C'était justement pour faire en sorte que les banques centrales soient pas à la main du politique et pour qu'on crée une stabilité sur long terme. Justement, on parlait de mesures qui sont trop court-termistes. C'est vrai que l'intérêt des politiques, c'est qu'on baisse tout de suite les taux, mais que ce se fasse au détriment à la fin de l'inflation et de la stabilité de l'économie. Donc vous avez eu toujours ce rapport de force. Mais là, il est quand même nouveau avec Trump. Il est nouveau. Et alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en plus, c'est Trump qui a nommé Powell quand même à la Réserve fédérale américaine. En 2017. En 2017. Le vrai divorce. Et maintenant, il l'appelle Mr. Too Late. C'est-à-dire qu'il réagirait trop tard. Au fond, quand vous voyez la situation de l'économie américaine, il n'y a pas vraiment de raison de baisser les taux. Pourquoi ? Parce que d'abord, vous avez une croissance qui... Alors l'emploi stagne quand même. L'emploi stagne, mais la croissance... mais vous êtes proche du plein emploi. Vous n'êtes pas un chômage qui est explosif. Donc, d'ailleurs, en plus, le mandat de la Banque centrale américaine est beaucoup plus souple que le mandat de la BCE. En plus, il y a l'emploi, ce qui n'a pas dans le double objectif équilibré entre stabilité des prix et stabilité, ce qu'on appelle la production, qui est en fait le plein emploi. Ce qu'on n'a pas, il y a une hiérarchie au niveau de la BCE. Donc c'est vrai que souvent, elle a été beaucoup plus souple, la Banque centrale américaine. Et aujourd'hui, quand vous regardez fondamentalement la situation économique, vous avez une croissance au T3 qui a été plus forte que prévu. Vous avez quasiment une inflation qui est proche, qui est quand même plutôt plus élevée. Mais si vous regardez en croissance nominale, aujourd'hui, les États-Unis sont presque à 5%. Ce que je veux dire, des taux à 3,5% avec 5%, finalement, c'est peut-être moins restrictif que nous, ce qu'on a aujourd'hui, avec une croissance à 1% et peu d'inflation. C'est pas peut-être, c'est moins c'est ça. Ce qu'on regarde, c'est l'écart critique. Aujourd'hui, il n'est pas évident qu'il soit si favorable que ça à l'Europe par rapport aux États-Unis. Donc, la situation macro n'impose pas une baisse immédiate des taux. C'est là où, au fond, et c'est une forme de garantie que donne le banquier central, c'est de dire, au regard des indicateurs macro, si vous suivez une règle un peu logique de stabilité de moyen terme, il n'y a pas de raison de s'affoler et de baisser les taux parce qu'il n'y a pas de signe de récession, il n'y a pas de signe d'explosion de chômage et vous avez encore une inflation qui est au-delà des 2%. Donc voilà. Bon, au-delà du spectacle médiatique spectaculaire, c'est le show à l'américaine, qu'est-ce qui se joue vraiment derrière? Ce qu'on voit, c'est une montée de l'or. Très clairement, on est à 4600 de l'once, une baisse du dollar. Enfin, ça a des conséquences. Ça a des conséquences quand même, ces prises de bec, ces tensions entre le politique et le monétaire. On va les mesurer dans le temps. Hier, ça a été un peu tendu à Wall Street, par rapport au point où c'est noir, mais ça a été un peu, voilà. En tout cas, il y a eu des petits signaux, on va dire, d'exaspération à ce stade-là. Après, je précise juste un point important pour nous tous, c'est que par ailleurs, Jérôme Powell est en fin de mandat. Oui. En mai, il part en mai. Il part de la présidence en mai, mais il reste jusqu'en 2027. Mais membre du comité. Mais voilà, donc il y a ça dans le scénario actuel. Moi, la crainte que j'ai, je vais vous dire, puisque Donald Trump, on l'a vu sur les droits de douane, on l'a vu par rapport à la Chine, on le voit par rapport à l'Europe en ce moment avec le Groenland et ainsi de suite, c'est que Jérôme Powell se défend sûrement avec ses armes, mais je pense qu'il est tombé dans un piège aussi, très sincèrement, parce que c'est-à-dire ce qui s'est passé hier, c'est pas le piège dans le sens pour lui, mais en fait, en étant contraint de prendre la parole, ce qui est exceptionnel, ce qui a été le souffle et le bluff qu'on a tous ressenti, en direct, il y a un tabou qui a sauté, en fait. Il y a un tabou qui a sauté. C'est-à-dire que le fait d'exprimer qu'il est en opposition, ce qui a toujours plus ou moins existé, honnêtement, on sait bien qu'il y avait des envies de réglage avec les banques centrales. Là, tout d'un coup, c'est exposé complètement en place publique. Et je crains que ça crée le précédent, en fait. C'est-à-dire que connaissant la méthode Trump maintenant, où on tape un peu fort, et puis après on voit ce qui se passe, et puis après on a négocié au final. C'est-à-dire que là, j'allais dire maintenant, à chaque fois qu'il y a une
décision... On attend la réponse de Donald Trump, c'est ça que... Non, mais à chaque fois qu'il y aura une décision de la Fed sur les taux, sur les réunions, quand il y aura la publication des budgets, tout ça, ça va devenir maintenant une foire médiatique qui va être commentée en direct dans tous les sens, et ça va être normal, en fait. Non, mais ça, je crains cette rupture-là. Mais on est en train de la vivre de façon accélérée depuis un an. Honnêtement, les droits de douane, ça a été un souffle qu'on commence à digérer, on s'habitue tout juste. Le Venezuela, on est en train de le vivre avec. Maintenant, on va vivre avec le Groenland, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand je dis le mot piège, je le provoque un petit peu, mais j'allais dire, ça y est, maintenant, même la Fed est rentrée dans le cercle médiatique, en fait. Et réellement, c'est-à-dire qu'il y a une trappe qui a été ouverte, à mon sens. Jérôme Powell se défend avec courage, et ce que disait Sylvie est très juste, mais en même temps, il y a une partie de quelque chose qui ne sortait pas, puisque les publications, notamment des minutes, se font de façon très décalée, de façon très volontaire. Là, je sens qu'on va maintenant, dans les mois qui viennent, vivre des choses en direct. Fed War, prochaine série Netflix, peut-être sur nos écrans. Un signe du nouveau monde, encore une fois. Merci à tous les trois, Sylvie Matera, Mathieu Plane et Ludovic Dussauté.